Québec est un grand producteur de métaux et de minéraux. Au Canada, la province occupe la 2e place pour la production d'or et de fer. 2e producteur de niobium et de titane au monde, le Québec pourrait même devenir un important producteur de diamants. Bref, une véritable mine pour les mines. En fait, c'est simple. Selon une étude de l'Institut Fraser, le Québec est la province la plus attrayante pour l'exploration minière au Canada et la 2e dans le monde, derrière le Nevada. De temps en temps, là, on en trouve, là, mais c'est sûr que c'est plus difficile. Là. Pas mal tout a été trouvé, là, comme on dit à la surface. Là. Les principaux minéraux et métaux produits au Québec sont l'or, le zinc, le minerai de fer, l'amiante, le cuivre, le granit, ainsi que les concentrés de titane. Et ça ne s'arrête pas là. Le Québec détient le record canadien de découverte de nouveaux gisements. Parmi les plus prometteurs, suffit de mentionner les diamants de la région du mont Otish, le nickel de la région de Raglan en Ongava, ainsi que l'or, le cuivre et le zinc du nord-ouest québécois. Armés de nouveaux équipements à la fine pointe de la technologie, géologues et prospecteurs parcourent le Québec à la recherche des minéraux les plus précieux. La carte géologique du Québec ressemble d'ailleurs de plus en plus à une véritable carte au trésor. Et plus que jamais, l'exploration minière a le vent dans les voiles et veut sortir du trou. La mine La Ronde, en Abitibi, opère l'un des plus importants gisements aurifères au pays. On va s'approcher, on va y aller bientôt. 206, on embarque. Okay. À 2250 mètres sous terre, c'est aussi le plus profond en Amérique du Nord. 5 autres diplômes universitaires, écrivains de doctorat, etc. C'est effectivement très, très profond. Pour ceux qui ont déjà voyagé dans la région de Toronto, vous avez certainement vu la tour du CN. Imaginez que la tour du CN, c'est 4 fois la hauteur de la tour du CN, mais dans le sens inverse, évidemment. Quand tu trouves de la belle roche, que ce soit un prospecteur ou un géologue, que ce soit n'importe qui, tu trouves une belle roche très prometteuse, de la minéralisation dedans, là, là, tu penses que tu as une mine. Mais la mine La Ronde incarne bien la nouvelle réalité de l'industrie minière québécoise. Fini le temps où, comme en Beauce le long de la rivière Gilbert, il n'a suffi que de se pencher pour ramasser la plus grosse pépite d'or au pays et déclencher la toute première ruée vers l'or. C'était en 1834. Aujourd'hui, pour survivre, il faut maintenant aller en profondeur. C'est une contrainte avec laquelle nous devons faire face quotidiennement parce que le fait que ce gisement-là peut aller jusqu'à 3 km de profondeur. On a maintenant des équipements géophysiques. On fait des levées aériens qui sont beaucoup plus pénétrants, qui peuvent aller en plus grande profondeur. S'il y avait, comme je mentionnais, je viens vous de le mentionner, s'il y avait un gisement en surface, il y en a certainement en profondeur, parce que c'est la nature. Hein. Vous savez, si les compagnies minières se donnent la difficulté d'aller chercher l'or en profondeur, c'est parce qu'il y a des profits en or tirés. Ils font pas ça seulement dans une optique de développement durable. C'est parce qu'il y a des profits en bout de ligne, tout simplement. Mais rien n'est donné. Pour ouvrir une seule mine, il faut en moyenne avoir exploré entre 150 et 200 sites potentiels. L'industrie accélère donc la cadence et cherche aujourd'hui à ouvrir le plus rapidement de nouvelles mines afin de remplacer celles qui s'épuisent, car de 6 à 10 années peuvent s'écouler entre la découverte d'un nouveau gisement
et le début de la mise en exploitation. Il y a de nouveaux districts miniers qui ont été peu recherchés jusqu'à maintenant. Par exemple, il y a celui de la fosse du Labrador, qui est connu pour les immenses gisements de fer qui sont présents et qui sont exploités présentement. Mais il y a aussi des formations favorables à la présence de métaux de base et d'or. Nous autres, c'est ça, on cherche les sulfures, la pyrite, la pyrrhotine, le calcopyrite. Puis c'est ça qui nous dit que si c'est des possibilités de trouver de l'or. Si on cherche les minéraux industriels, c'est d'autres choses. On va chercher dans d'autres minéraux pour accompagnateurs, comme on dit. Mais comme moi, je cherche surtout de l'or. Denis Cyr transporte avec lui non seulement boussole, carte et sonde électronique, il porte aussi toute l'image presque folklorique que l'on se fait du prospecteur. La prospection minière, il la fait par plaisir, par passion, mais aussi par obsession. L'obsession de trouver un jour le bon filon. C'est sûr. Ça ne veut pas dire qu'un jour on en trouvait un, mais c'est toujours, comme je disais, c'est le rêve. La plupart du temps, c'est les prospecteurs, c'est le rêve. Moi, je connais des personnes qui font de la prospection, même des avocats. Je connais un avocat qui fait de la prospection. C'est lui tout. Il rêve un jour d'avoir sa mine. Et ce rêve ne date pas d'hier. Depuis que Jacques Cartier a cru avoir découvert de l'or sur les flancs du Cap-Diamant, alors que ce n'était que de la pyrite, le Québec s'est toujours avéré un terrain extrêmement propice à l'exploration minière. Dans le Québec minier, les gens pensent que toute la superficie du Québec est favorable aux mines, ce qui n'est pas le cas. Il y a des immenses superficies de granit qui n'ont aucune possibilité de métaux. Alors, les mines du Québec sont situées dans des roches favorables, que l'on appelle les roches vertes. En fait, le sous-sol québécois a l'avantage d'être constitué à 90% de roches précambriennes. Cette formation rocheuse présente une constitution géologique prometteuse, propice à plusieurs types de gisements. C'est ce qu'on appelle une roche favorable, une roche verte. Présentement, les gens concentrent leur exploration dans les zones favorables. Alors, les zones favorables, ce sont les districts miniers où il y a des roches vertes, des roches favorables. Alors, il y a eu plusieurs vagues d'exploration dans ces districts miniers-là. Alors, les gisements qui affleurent à la surface, qui sont facilement détectables, ont été trouvés, ont été exploités ou le sont présentement. L'histoire des mines au Québec passe inévitablement par l'Abitibi, une terre dont le visage est depuis longtemps ravagé par les foreuses à diamants. En fin de compte, on peut dénombrer 4 dates charnières. La première date, dans les années 1680, le chevalier de Troyes va être mandaté pour mener une expédition guerrière à la baie de James. Il va traverser la région. Sur les rives du lac Témiscamingue, il était guidé à l'époque par des guides algonquins. Les guides algonquins vont lui indiquer un endroit où on trouve un drôle de minéral. Ça va être, en fin de compte, un filon de plomb argentifère sur les rives du lac Témiscamingue. Avec la découverte d'Edmund Horne, dans les années 11, on va mettre en production, dans les années 10 plutôt, là, on va mettre en production la mine Noranda dès 1926. En 1927, la mine Noranda, le 17 décembre 1927, la mine Noranda va couler sa première anode de cuivre. Et par la suite, les cantons miniers aurifères, la région de Cadillac, Malartic, Val-d'Or, vont entrer en production progressivement. Et on se trouve donc avec une troisième date charnière. Et la quatrième date charnière coïncide avec l'essoufflement économique, l'épuisement des gisements. Et progressivement, le développement minier va se déplacer vers le nord, vers les secteurs de Matagami-Joutel et de Chibougamau. De tout temps, l'industrie minière a représenté une source de travail prodigieuse pour le Québec et ses régions, au point d'attirer des vagues d'immigrants. À cette époque, fin du 19e siècle, début du 20e, il y a une stratégie machiavélique que toutes les compagnies minières vont utiliser partout dans le monde. Je dis machiavélique parce que, comme Machiavel, diviser pour mieux régner.
C'est-à-dire qu'on va utiliser partout dans le monde une main-d'œuvre très différenciée au plan culturel pour nuire à l'éclosion d'un syndicat, nuire à la solidarité ouvrière. Donc, les mines de la région ne feront pas exception. La région de l'Abitibi s'est bâtie au rythme de 2 vagues d'immigration massive de travailleurs attirés par les gisements. C'était surtout des Européens de l'Est, Russes, Hongrois, etc., Polonais, etc. Encore aujourd'hui, des vestiges marquent leur passage avec un nombre impressionnant d'églises propres à chacune de leurs croyances. Ces immigrants-là vont beaucoup participer à la vie culturelle, en organisant leurs propres activités et organisant aussi certaines activités sportives comme le vélo. Ils vont participer aussi, vont s'intégrer à même les festivités organisées par les communautés locales, c'est-à-dire francophones, anglophones, comme ils vont participer activement au défilé de la Saint-Jean-Baptiste. Le revenu hebdomadaire moyen dans l'industrie minière au Québec est d'un peu moins que 1 000 $. Il compte parmi les plus élevés des industries de la province. À l'époque, toutefois, c'était un travail dur et plutôt mal rémunéré. Mais qu'à cela ne tienne, c'était la ruée vers l'or. Effectivement, c'est un véritable Klondike. Il y a eu beaucoup de développement, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont mis riches très, très rapidement, des investisseurs à la bourse, etc. Ouais, pour certaines personnes, le Klondike de l'Abitibi a été très, très payant. Pour les ouvriers, en général, cela a été un peu moins. Les mineurs arrivaient à la mine à 7 heures du matin et ils allaient en ressortir seulement 12 heures plus tard. Dans la journée, ils ont à peine une demi-heure de repos pour le dîner. Les mineurs s'éclairaient à la chandelle. Avant de descendre dans les puits, ils s'arrêtaient saluer Sainte-Barbe, la protectrice des mineurs et malheureusement la seule femme dans la mine. À l'époque, en effet, on disait que les femmes portaient malheur et qu'elles faisaient disparaître les minerais. Mais dans les mines, le malheur ne provient pas toujours de telles superstitions. Il est là, aux aguets, toujours présent. Peu importe la région ou le type de minerai, le travail de mineur a de tout temps été un métier extrême. Sous terre, le risque est peut-être calculé, mais le danger, lui, est toujours présent. Pour des raisons de sécurité, moi, je vais allumer votre lampe. Restez ici, restez avec moi. La lampe, elle sert à éclairer, mais elle sert aussi à se faire voir. Nous sommes au cœur de la mine d'amiante Bell, à Thetford Mines, à plus de 1600 pieds sous terre. Ici, comme dans n'importe quelle mine souterraine, le danger peut arriver de partout. Évidemment, entre un véhicule en acier de 40 000 livres et la paroi rocheuse, c'est pas le petit bonhomme en chair et en os qui va gagner, là. Fait que les équipements, c'est de la grosse machinerie. C'est ça la préoccupation, là, une des préoccupations. Le danger, c'est dangereux de travailler sous terre. Et fatalement, ils disent, si ça arrive, ça arrivera. Si un accident se produit, je peux rien contre ça, ça va se produire, un point c'est tout. Et c'est arrivé. Par exemple, 2 catastrophes minières importantes marqueront l'histoire du développement minier de l'Abitibi. D'abord, au tournant des années 40, à East Malartic, 11 mineurs trouvent la mort dans l'incendie d'une mine. Donc ces mineurs-là vont mourir asphyxiés ou noyés, parce qu'on dit noyer la mine pour éteindre le feu, vous comprenez? Depuis 24 heures maintenant, 8 hommes sont emprisonnés dans le puits de cette mine. L'effondrement s'est produit hier soir lors des travaux de forage. Pour le moment, on ignore tout du sort de ces hommes. À cause des infiltrations d'eau... Puis, plus près de nous, il y a eu le catastrophique effondrement à la mine Belmoral en mai 1980, qui a coûté la vie à 8 mineurs. Tu sais, t'as une galerie. Puis là, à un moment donné, t'as comme un trou comme ça, c'est une cheminée. Il y a des mineurs, quand ils ont vu l'eau monter, sont en allés dans cette cheminée-là. Puis là, ils ont dit, crème, il y avait des barres comme qui traversaient. Ils ont dit, on va s'accrocher. Tu as vu qu'il y a des crochets après les ceintures, là. On va s'accrocher là, comme ça, si on tombe, on va être retenu. Mais la boîte, quand elle a monté, là,
elle fait de la pression là-dedans, dans ce piston-là. C'est que les gars, ils respiraient. T'es plus capable de rejeter leur air. Fait que les poumons leur ont éclaté. Il y en a eu beaucoup dans l'histoire des mines, des piliers qui ont tombé. Mais souvent, ils ont été assez chanceux qu'il n'y ait pas de monde. Tu sais, mais à Belle-Morale, il y avait des hommes ils sont morts, malheureusement. Était-ce un autre de ces risques calculés? Risque calculé, tu sais. Quel calcul? Quel calcul? En fait, compte, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils n'avaient pas déblayé le terrain. Ils ont été trop paresseux de déblayer le terrain. Puis, tu sais, la pierre, ça s'en va comme ça, hein? Un peu comme un paysage lunaire, des petits vallons. Mais une place, il y avait une faille. Puis l'étang, il est en haut de la faille. Les gars, ça faisait longtemps qu'ils creusaient puis ils voyaient passer de l'eau. Après ça, ils ont vu passer des bouts de bois puis de la boîte. Ils montaient en haut puis ils disaient aux gars, écoutez, il y a un problème, là. On va passer des bouts de bois. Mais les contremaîtres, ils les écoutaient pas, comme c'était c'est de coutume chez eux. Puis à un moment donné, bien, la faille s'était agrandie. Il était en train de faire une cheminée là, dans ce trou-là, imagine. La faille s'était agrandie puis ça a défoncé. Pour éviter le risque d'effondrement toujours présent sous terre, on accorde donc une attention particulière au soutènement des galeries. Comme ici, dans la mine d'amiante Belle, la roche est friable et relativement instable. Il faut donc redoubler de prudence et de précaution à l'étape du dynamitage et de l'extraction. Nous, ici, le soutènement principal, il y a du béton soufflé. Il y a des tiges, ça, c'est des tiges d'armature, des tiges crénelées. Alors, on va forer des trous. On va injecter un coulis de ciment. Puis on va cimenter ces tiges d'armature-là dans le massif rocheux. Donc, ça fait un peu comme un club sandwich. Un club sandwich, vous allez avoir des tranches de pain, du poulet, de la laitue, de la tomate, ça se tient pas. Mais quand tu viens mettre des ancrages perpendiculaires, là, il se tient, puis là, tu es capable de le manger. C'est une analogie simpliste, vous allez dire, là, mais ça, c'est un des accessoires. L'autre accessoire, c'est le béton soufflé. On vient mettre une couche, faire comme une coquille d'œuf à la surface. Le même procédé est aussi appliqué lorsque vient le temps de creuser un nouveau puits, comme ici à la toute nouvelle mine Lapa, en Abitibi, actuellement en construction. Oui, on est à 100 mètres au fond de la mine. On est sur la plateforme de travail. On est en train de faire l'opération qui s'appelle la coulée de béton. Après ça, il y a l'étape de bétonnage parce que comme qu'on voit, tout le puits est bétonné. Le puits est circulaire. Puis il y a un pied de béton là, autour de toute la paroi. Un pied minimum. Ça peut aller jusqu'à 2 pieds parfois. Le chantier d'une mine souterraine, puis sa mise en opération, sont sensiblement identiques d'une mine à l'autre. Après avoir creusé le puits d'accès principal, des kilomètres et des kilomètres de galeries sont alors aménagés. Ces couloirs sont aussitôt adéquatement ventilés par d'énormes conduits d'aération, les poumons de la mine. Là, on va arriver vis-à-vis un sas de ventilation. C'est 2 portes activées par des cylindres pneumatiques. C'est parce qu'on ne veut pas que l'air frais qui est destiné à aller au chantier remonte immédiatement par le puits de service. C'est un sas. Normalement, il y a même un système qui empêche les 2 portes d'ouvrir en même temps. Parce que là, ça ferait un très gros courant d'air, ça soulèverait de la poussière et des choses comme ça. Car c'est par ces couloirs que les mineurs se rendent jusqu'au minerai. On perce alors la paroi afin de pouvoir y insérer les explosifs. Puis, les blocs de minerai sont récupérés puis concassés à nouveau pour finalement être acheminés jusqu'au convoyeur qui se charge du dernier voyage jusqu'à la surface. On est dans une galerie de production active. Ça, c'est un point de soutirage qui est actif. Normalement, on ne s'entendrait pas parler parce que les chargeuses seraient dans cette galerie-là. Mais là, c'est une chance puis une malchance. Là, on a un petit bris au concasseur, on a un délai, fait qu'on peut se parler. Et à des profondeurs extrêmes, comme à la mine La Ronde, il a fallu mettre au point des techniques spéciales d'extraction hautement mécanisées. Ici, le gisement est attaqué de front sur 3 galeries. Le minerai est d'abord sondé, puis les parois des étages inférieurs sont blindées de câbles de soutènement. Enfin, le minerai est dynamité par le biais de trous percés dans le gisement pour finalement tomber au niveau le plus bas, où il est chargé vers les convoyeurs. Ce genre d'équipement-là, comme vous le voyez, c'est relativement imposant dans sa forme, dans sa grosseur.
C'est le genre d'équipement qui remplace les activités manuelles qui se faisaient auparavant. Donc avant, dans les mines plus traditionnelles ou les mines à plus petit volume, les activités de forage comme ça se faisaient à l'aide de foreuses manuelles. Donc le mineur devait tenir dans ses bras un certain type de foreuse qui lui permettait de faire de l'avance dans le minerai. Maintenant, dans une activité comme la nôtre, on remplace ces activités manuelles-là par des équipements hautement mécanisés, comme vous le voyez. De façon régulière, tout dépendamment du type d'activité que nous avons dans le mois. Et on peut dire qu'on coule régulièrement des briques ici. Évidemment que ce n'est pas des lingots qui sont purs, donc on doit les faire affiner. Nous faisons affaire avec un institut à Ottawa qui vont acheter nos briques et qui vont les rendre dans un processus à 99,9% pur. Et à partir de ça, ils font de la mise en marché pour vendre ce temps-là. Faire visiter la salle à manger. Sous terre, la mine se transforme en une petite ville bien animée. Tout a été prévu pour accommoder les mineurs. Elle est très utilisée, fait que vous pouvez voir qu'il y a une bonne couche de béton soufflé, là. Garage, dépanneur, cafétéria, tout est là afin qu'il n'ait pas à remonter à la surface. La mine idéale, ça va être une mine qui va être indépendante de la surface. Parce qu'évidemment, si tu as besoin d'une petite pièce et tu ne l'as pas sous terre, il faut que tu la fasses venir de la surface, puis il y a des délais très longs. Fait que ça, ici, au niveau 206, là, c'est notre garage principal. On a d'autres embranchements à l'autre bord, là, mais c'est ici qu'on fait la réparation et l'entretien de notre équipement sur terre, dans le bas de la mine. Et en cas de catastrophe, c'est la cafétéria, construite comme un véritable bunker, qui doit servir de refuge temporaire pour les mineurs. Puis en cas de catastrophe, ça sert on entend d'ailleurs un petit bruit, ça c'est l'air comprimé. On a toujours, c'est pression positive. Alors en cas de feu, ça sert aussi de refuge. Si jamais il y avait un incendie sur un des équipements comme ça, les employés peuvent venir ici. Ici, ils sont dans un environnement tout à fait propice à leur sécurité parce qu'il y a toujours de l'air frais qui circule. Il y a des communications avec la surface. Puis il y a aussi tous les services d'eau nécessaires et de nourriture si jamais l'incendie ou le problème durait un certain laps de temps. Mais en cas de pépin, comment alors communiquer avec tous les mineurs éparpillés aux quatre coins de la mine? C'est un aspect particulier du domaine minier parce que c'est sûr que nous ne pouvons pas communiquer par radio ou par téléphone avec tous les employés que nous avons un peu partout dans la mine. Donc la façon dont l'industrie minière s'y prend, et ça c'est depuis des années et des années, c'est que nous envoyons dans l'air comprimé une odeur nauséabonde que tous les mineurs, par leur formation initiale, connaissent bien. Donc lorsque ces gens-là sentent cette odeur nauséabonde-là, ils savent qu'il y a une mesure d'urgence qui est enclenchée. Le fait d'être autonome, comme travailleur, vous savez, on ne peut pas mettre un contremaître derrière chaque équipe de travail. Donc, on met un taux boni, un taux rendement pour faire travailler nos mineurs. Le fait que ces mineurs-là soient responsables de leur travail, autonomes au travail, négocient toujours avec le danger, etc., c'est tous des facteurs qui contribuent à la solidarité ouvrière. Et que les conditions de travail sous terre, même aujourd'hui, c'est pas facile. Il y a un taux d'humidité élevé, etc. On travaille dans la noirceur. Bien sûr, les conditions de travail sont améliorées sous terre. On va dans les salles à manger, puis les compagnies minières sont fières de nous présenter qu'ils ont des micro-ondes dans les salles à manger. Mais quand on est dans le fond d'un tunnel, d'une galerie en train de creuser, les conditions sont encore très difficiles, là. Il y a toujours des dangers d'éboulement sous terre, là. S'il y a une apparente vie sociale sous terre, il y en a une vraie en surface. Et elle porte un nom. Boomtown. Il a découvert sa première roche d'amiante en 1879. Thetford Mines a connu sa ruée vers l'or blanc. Il est devenu une des premières villes minières du Québec. Oui, l'expression Boomtown veut seulement dire, en fin de compte, c'est des villes champignons. Donc des villes
qui sont nés très, très rapidement sous l'impulsion de découvertes. Vous savez, quand que la fièvre de l'or gagne les gens, plusieurs aventuriers, plusieurs spéculateurs, plusieurs commerçants vont vite se diriger vers les cantons miniers, espérant y faire fortune. Et c'est ce qui explique la naissance très rapide des villes qu'on nomme des villes champignons, des villes boomtown. Et d'ailleurs, il y a même des façades. L'architecture témoigne de ces villes boomtown-là. Une architecture derrière les toits pentus, là, devant les toits pentus, on voit un peu comme... ils ont comme fait une devanture, là, une façade. C'est très propre au développement, aux villes minières. La région de l'amiante fascine. Par exemple, sur la route entre Thetford Mines et Black Lake, d'impressionnants terrils forment une véritable chaîne de montagnes artificielles dont la texture rappelle étrangement certains paysages lunaires. Lorsqu'une compagnie avait découvert un gisement et voulait le mettre en exploitation, il incluait dans ses infrastructures la création d'une ville pour ses employés. On appelle ça des company towns, mais des villes minières de compagnie. Toutefois, autour de ces mines régies, ces villes dortoirs-là, on va trouver un développement très anarchique. Une ville comme Rouen, une ville comme Val-d'Or, où là, on va avoir un développement incroyable. On va avoir des mœurs, des fois, discutables, parce que, vous savez, c'est un rassemblement d'hommes qui se retrouvent ici pour gagner des sous. Mais plus que quiconque, les gens du coin subissent les risques et périls de vivre à l'ombre d'une montagne formée des débris d'une mine. À Thetford Mines, l'image même de la ville minière a souvent été représentée par une toute petite rue, la rue Smith. Avec les années, cette artère d'à peine 1 kilomètre de long s'est retrouvée pratiquement encerclée de montagnes de débris miniers. Et pourtant, les gens habitaient cette rue et étaient heureux d'y demeurer. Oh, ça ne nous dérangeait pas. On a été élevés dans ça étant jeunes, nous, dans un autre quartier. C'était des mines partout, à Thetford. C'est n'importe quel coin on allait. Moi, fille, j'ai été élevée au quartier Michel, c'était des mines. Il y en avait deux, Johnson et Beaver. Dans ce temps-là, les mines, c'était à eux, le terrain. Hein. On payait location. Hein. Puis disons là, qu'on mourait ou qu'on s'en allait, on pouvait aller vendre nos maisons aux mines. Hein. Les mines, ils achetaient le prix qu'ils nous donnaient. Là, puis on vendait ça, on s'en allait. Pas cher. Rapidement, la rue Smith est devenue une véritable attraction touristique imprévue. Les touristes, on avait. Les autres, c'était nouveau pour eux autres. Fait qu'ils venaient, ils stationnaient, puis ils jouaient là-dedans. Ils pensaient que c'était du coton. La ville a donc décidé de fermer la rue Smith et de déménager tous les résidents quelques rues plus loin. La rue Smith, finalement, ne faisait qu'incarner une image un peu trop ingrate de l'industrie minière. Ils nous prenaient là, en bas, là. Ils montaient tranquillement, hein. Ça allait pas vite, ça. Aujourd'hui, la rue Smith a laissé la place à un parc de verdure, mais est toujours entourée de montagnes de débris et de mines. Symbole d'une industrie qui ne veut pas qu'on l'enterre. Ah oui, là, la folie, tout le monde était malade, qui disait qu'il y avait le cancer. Hein? Tout ça a tout fait former. Mine, là, la dernière va former, là, au coin, là. C'est triste parce que c'était ça qu'on avait à Thetford, là. Maintenant, après ça, en 1862, pour la première fois, le minéral amiante, qui était un minéral inconnu, a été identifié au Québec. Et il y a eu, les premiers gisements ont été découverts à Thetford Mines. Et en 1910, on comptait 15 exploitations à ciel ouvert d'amiante dans les deux districts qui étaient d'Asbestos et Thetford Mines. Alors, il y avait en plus 19 ateliers de traitement. Alors, le Québec a été pendant longtemps considéré comme
le grand producteur d'amiante au monde. Ici, les mines d'amiante ont laissé de gigantesques cicatrices dans le paysage. Un véritable terrain de jeu géant. Il faut gravir 10 marches pour prendre le volant d'un banal camion-benne et la mine à ciel ouvert de Labre Chrysotile est si profonde qu'elle pourrait contenir la Tour Eiffel ou 2 stades olympiques, l'un sur l'autre. Et tout ça pour une roche aux fibres étranges qu'on appelait Magic Mineral, en vertu de ses propriétés ignifuges. On va descendre au niveau 1725, c'est-à-dire on va être à 1725 pieds sous la surface. C'est beau, faites attention à la marche. La mine Belle de Labre Chrysotile est une des plus vieilles mines d'amiante de la région. Peut-être qu'elle est lointaine, mais pas. Attention à la marche. Ici, on est au niveau 1725. Vu que c'est une mine par bloc foudroyé, bon, une mine, c'est une anomalie géologique, puis il n'y a pas une mine pareille. L'aménagement de chaque mine est vraiment particulier. Tout est à peu près sur le même niveau. C'est très pratique pour nous. Mais la mine vit aujourd'hui des heures difficiles. La mauvaise réputation de l'amiante est sur le point d'avoir raison de la Belle, comme on dit ici, une institution dans la région. Dans la région, il reste beaucoup d'amiante chrysotile. Le problème avec l'amiante chrysotile, c'est pas la technique, c'est pas la main-d'œuvre, c'est pas l'expertise, c'est l'image. C'est un produit qui, tant qu'à moi, les gens n'ont pas la vraie perception du... C'est un produit qui peut encore rendre service énormément à l'humanité, qui peut être utilisé intelligemment, qui se compare à bien d'autres substances. Il y a plein de substances qui sont, si mal utilisées, vont causer des préjudices. 36 ans dans les mines d'amiante. J'ai 60 ans. Fait que je pourrais encore jouer au Canadien de Montréal. C'est parce que je veux pas aller à autant de job aux jeunes. C'est pour ça, c'est rien que pour ça. Fait que les mines d'amiante, c'est pas dangereux. Et l'amiante, c'est pas dangereux. C'est n'importe quoi. Moi, je bannirais plutôt l'automobile à tuer les jeunes en fin de semaine. Quand est-ce que tu vois bannir l'automobile? Jamais. Et ils bannissent l'amiante, c'est même pas dangereux. Les malenfants ont passé leur vie dans les mines d'amiante. Le fils et le père ont toutefois choisi de faire carrière à ciel ouvert, ici, à Black Lake. Ouais, j'ai fait ma vie ici. J'ai travaillé 39 ans avant de prendre ma retraite en l'an 2000. À Black Lake, on a vidé pendant 4 ans un lac de 16 mètres de profond, le lac Noir, pour y exploiter un filon d'amiante. D'ailleurs, les sources y coulent toujours et laissent dans la mine des bassins dont l'eau est aussi bleue que celle des piscines. Les malenfants avaient une maison sur le bord du lac. Ah, c'était pas loin. C'était juste l'autre côté ici, là. C'était environ 1 mille et demi d'ici qu'on pouvait. C'était une terre d'environ 100 acres. Aujourd'hui, toute la pierre de la mine, une partie, a tout enterré notre terre. Toute la région vivait quasiment tout de ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup d'entreprises autres que ça. Parce que ça marchait tellement fort, les salaires étaient bons. Fait que tout le monde restait dans l'amiante, restait dans ce style-là un petit peu. On aimait ça, c'était notre vie. On élevait notre famille, on vivait en société, puis ça allait bien. On était fiers de ça. Quand on rentrait à la mine, on disait « Ah, il est bon pour la vie, lui, il a un job. » Maintenant, ben non, on peut pas dire ça. Mais dans le temps, mon Dieu, c'était une fierté. La ville de Tether Mines a su diversifier à temps son économie et n'est pas pour autant condamnée à subir le même sort que celui de Gagnon dans le nord québécois.
C'est sûr que, par exemple, Québec-Cartier avait construit la ville de Gagnon, au lac Janine. Moi, j'étais une des premières familles à déménager à Gagnon en 1959. Deux de nos enfants y sont nés. Moi, j'ai occupé différentes positions, dont chef ingénieur de mine et surintendant de l'exploitation minière. On avait 400 employés et on extrayait 100 000 tonnes de roche. C'était probablement une des plus grandes exploitations au monde à cette période-là. En février 1960, la naissance de Gagnon, une ville en pleine toundra, coïncidait avec la découverte, quelques années plus tôt, d'un gisement de 400 millions de tonnes de fer au Nouveau-Québec. Voilà qui était assez pour faire vivre la ville de Gagnon et 4 autres villes aussi. Shefferville, Fermont, Labrador City et Wabush. Assez aussi pour initier l'un des plus grands chantiers au Canada à l'époque, la construction d'une voie ferrée de 573 km de long reliant cette île à Shefferville. Alors, cette île, c'était juste du sable. Il n'y avait rien, là, cette île, à cette période-là. Alors, ils ont construit un chemin de fer de 600 km à travers une région très difficile. On appelait ça la terre de Caïn, c'était réellement le cas. Et ils ont construit Shefferville et ils ont construit toutes les installations requises pour produire du minerai de fer. Le Québec-Cartier était plus important que l'implantation de la voie maritime du Saint-Laurent. C'était réellement un des grands projets. À partir de là, l'industrie minière du Québec est devenue adulte. Jusqu'à la fin des années 70, le marché du fer québécois connaît alors ses heures de gloire. Mais cette prospérité ne durera pas. La chute de la demande de minerai de fer au début des années 80 entraîne la fermeture de plusieurs mines et certaines villes disparaissent par le fait même, dont Shefferville en 82 et Gagnon en 85. Demain, le service téléphonique sera coupé, isolant du même coup ses habitants. En septembre, ce sera au tour des services d'eau et d'électricité. Malgré cela, le travail de démolition reprendra au printemps prochain. On ne construit plus de villes minières alentour d'un gisement. La nouvelle technique, c'est vous avez 2 équipes de travail et des gens qui vont travailler 10-12 jours à raison de 12 heures par jour et vous allez la remplacer par une nouvelle équipe. Mais l'industrie minière est une industrie qui traverse régulièrement des cycles de déclin puis de croissance. Ainsi, paradoxalement, pendant qu'une région connaît un interminable creux de vague, une autre, l'Abitibi, connaît une croissance inégalée. Une croissance qui provient cette fois du cœur même de l'Abitibi, à plus de 3 km sous terre. En Abitibi, une région où il se fait de l'exploration et de l'exploitation minière depuis plus de 80 ans, 92% des forages l'ont été entre 0 et 200 mètres. Donc, au-delà de cette marque, le territoire est presque aussi vierge qu'au moment où les premiers prospecteurs sont arrivés sur place, dans les années 20 et 30. Les découvertes sont donc encore possibles. Mais pour les faire, il faudra descendre encore plus profondément sous terre. On peut aller jusqu'à 2,2 km en ligne droite sous terre. Ici, à la mine La Ronde, à une quarantaine de kilomètres à l'est de Rouen, on croit avoir découvert le bon filon, composé de zinc, de cuivre, d'argent, mais surtout d'or. Le seul hic, c'est que tout cet or est enfoui bien profondément, sous la fameuse faille Cadillac, à plus de 2 kilomètres sous terre. Ben, tu l'as suivi à partir de Rouen, là. OK? Tout le long, là, la 117, là, c'est on pourrait l'appeler le chemin de l'or. Il y a des mines tout le long de ça. C'est une immense structure qui est très ancienne, qui a remobilisé les roches pendant très, très longtemps. Puis là-dedans, régulièrement, il y a des mines là, rentables. Mais il y a beaucoup d'indices qui n'ont jamais fait de mine, là. Le long de ça aussi, là. Un énorme gisement. Un gisement qu'on évalue à environ 65 millions de tonnes, ce qui est considérable ou pratiquement très tout au moins très particulier dans le type d'industrie que nous vivons actuellement. Mais le risque en valait la peine. On a donc décidé d'aller exploiter ce filon à tout prix. Les géologues de la Ronde ont alors innové en construisant la mine à descente verticale la plus profonde en Amérique du Nord. Sous terre, l'infrastructure est impressionnante. Et là encore, il a fallu être imaginatif dans les méthodes de production.
On était en terrain inconnu et hostile. Cette mine, comme d'autres avant elle, cessera ses activités. Le site sera remis dans son état d'origine et la faille reprendra possession de sa mine. Seuls les équipements lourds abandonnés à jamais au fond du puits témoigneront du passage de l'homme à cette profondeur. L'Abitibi est parsemée de sites miniers désaffectés et certains d'entre eux laissent encore des traces de leur passage. Un héritage dont personne ne veut. Nous sommes sur le site de l'ancienne mine East Sullivan, non loin de Val-d'Or. C'est un site orphelin, c'est-à-dire abandonné par son propriétaire, et c'est aussi un site pollué. Il est pollué parce qu'on a laissé le temps l'oxyder. On a laissé le temps. Donc, c'est des mines qui sont fermées depuis très longtemps. À l'époque, les gens n'étaient pas conscients. Faut dire ça. Là. Les gens n'étaient pas vraiment conscients que ça polluait. La terre était grande, l'Abitibi, il n'y avait personne. C'était des mines, c'est tout. Alors, les gens ont pris conscience de ça plus dans les années 70, 80. Là, ça a commencé à sonner la cloche parce que les rivières étaient polluées. Les compagnies minières n'étaient pas obligées de restaurer leur site dans leur état d'origine après exploitation. Heureusement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, car une mine fait remonter à la surface toutes sortes de polluants. Les roches de couleur brunâtre qui jonchent le sol sont des indices qui ne trompent pas. C'est l'oxydation du fer. C'est comme nos chars qui rouillent, là. C'est la même chose, exactement la même chose. Le cuivre qui s'oxyde ne fait pas ces couleurs-là. Ça va devenir plutôt verdâtre ou blanchâtre ou des choses comme ça. C'est le fer, surtout. Donc, la pollution visuelle, c'est le fer. C'est pas une pollution qui est très dommageable pour l'environnement puis pour nous. C'est celle qu'on voit le plus, mais c'est l'autre, celle qu'on voit le moins, qui est peut-être celle qu'il faut prendre le plus soin, là. Le Québec compte 123 parcs à résidus miniers, dont 29 sont considérés par le ministère de l'Environnement comme hautement dangereux pour le milieu naturel et les humains. L'Abitibi récolte 70% de ces parcs, ce qui en fait le territoire le plus pollué de la province. C'est surtout des métaux. C'est des mines de métaux de base. Donc, c'est du cuivre, du zinc, il y a un petit peu de plomb, il va y avoir un peu d'or, un peu d'argent. Donc, ces métaux-là deviennent en solution. Ils s'en vont dans l'eau. L'eau est amenée vers les ruisseaux, vers les rivières. Donc, ça pollue un peu tout le cycle. C'est surtout les poissons, les premiers qui sont mal pris avec ça. Puis comme nous, on mange les poissons, bien, on est au bout de la chaîne alimentaire. On en a un petit peu aussi, là. Et pour tenter de réparer les erreurs du passé, le gouvernement a entrepris sur le site de la East Sullivan un vaste programme de réhabilitation des sols. Il faut dire qu'il y avait 14 millions de tonnes de résidus à réhabiliter. Alors ici, on peut voir que ce parc-là, il a été restauré. Donc, il y en a une partie qui est ensemencée. L'autre partie est en cours de restauration. Ils ont déposé comme couverture, comme barrière pour empêcher l'oxygène d'arriver jusqu'aux résidus. Ils ont mis des copeaux de bois, parce qu'ici, on a aussi l'industrie forestière. L'industrie forestière fait aussi des déchets. Donc, la meilleure façon de recycler les deux déchets des industries minières et forestières, c'était de se servir de une pour réparer l'autre. C'est ce qu'ils ont fait. C'est un procédé qui marche, là, qui fonctionne très, très bien. Lorsque ce parc à déchets deviendra un parc de verdure, l'heure sera alors au bilan. Le Québec minier aura-t-il donné le meilleur de lui-même? D'après moi, on va stagner parce qu'il y a plusieurs des districts miniers qui sont épuisés. On ne peut pas nécessairement dire qu'on n'en retrouvera pas. Et là, on a de nouveaux équipements géophysiques pour faire des levées aériens qui sont plus pénétrants et qui nous permettent de trouver des anomalies en profondeur. Et certaines de ces anomalies-là pourraient être de la minéralisation. Il semblerait qu'on a des chances d'avoir une nouvelle mine de diamants dans les monts Atish d'ici 2010. En termes de facilité d'exploration, elle a donné le meilleur. Mais en termes d'exploitation, puis en termes de découverte, je suis sûr que non. Je suis sûr qu'on va retrouver d'autres grosses mines. Il s'en est trouvé les dernières années, puis il va s'en retrouver d'autres. L'Abitibi n'a pas tout donné, là. Mais c'est sûr que plus que tu vas chercher, ça, c'est comme on dit souvent, nous autres, dans le prospecteur, ça, c'est peut-être aussi chanceux que de gagner le million. C'est difficile à évaluer parce que vous savez, les retombées, toutes les difficultés environnementales que ça a pu produire, c'est difficilement calculable, quantifiable, jaugeable, je dirais. Je crois que le risque en valant la chandelle, mais si c'était à refaire, il faudrait s'y prendre autrement. Il faudrait peut-être également que les gens de la région participent davantage aux retombées des profits. Parce que vous savez, tout l'or qu'on a retiré de la région,
les gens de la région se sont enrichis seulement à partir des salaires. Si seulement 1% des profits engrangés par les compagnies minières de la région étaient restés en région, eh bien, on aurait un Walt Disney de Louvicourt à aller jusqu'à Hornfield. C'est-à-dire sur une distance d'à peu près 70 000, ça serait Walt Disney. 1% des profits. On s'est fait voler nos ressources naturelles. L'industrie minière québécoise a créé le rêve et l'espoir pour les prospecteurs et les chercheurs d'or. C'est une industrie qui a aussi créé des emplois, des expertises et un savoir-faire unique au monde. Encore aujourd'hui, c'est tout le Québec minier qui continue de vivre au gré des découvertes de ces filons venus des entrailles de la Terre. Un Québec qui continue de prospérer dans l'espoir que le prochain filon sera enfin celui de l'Eldorado que tous ont rêvé, que tous ont promis et que tous continuent de chercher.